Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission marocaine hebdomadaire Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Fidèles à nos éditeurs et à notre auditoire international, et nous tenons à remercier l'ensemble de notre auditoire qui nous a écrit, qui nous a téléphoné par rapport à la qualité de programme que nous traitons actuellement, qui devient un facteur électoral ici en France, la place de l'islam en France et de France. Et le temps de rentrer en contact avec notre chercheur, Karim Efrak, pour la suite de cette analyse et surtout ce diagnostic de l'islam en France, parce que il y a plusieurs épisodes, comme nous l'avons évoqué dès le premier jour, durant au moins 2 mois. L'objectif principal de ces séances d'information et d'éclairage par rapport à ce que nous vivons actuellement, c'est de construire et que de construire. المدام على قلوب على ذوي على الفرح والآلام اليأس والأحلام الصمت والكلام الحرب والسلام ونظرة أمل منسية كل شيء باع سوق بشرية يا جاري خذ ما يحلالك ما دام القيام نهار والنفس الحرة تهان والناس عبيد أموالك Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel est à l'heure de l'islam en et de France sans tabou, tel que le titre de notre communiqué cette semaine au sujet de notre 2e épisode concernant l'islam en et de France. Dans la continuité de notre démarche d'éclairage de l'historique de l'islam en France et de France, nous allons aborder cette fois-ci le développement de ce dernier à travers son institution officielle, le Conseil français du culte musulman, acteur engagé, thématique, saisie, dossier traité, aboutissement de ces derniers, limites du système, etc., etc. Bien entendu, seront au nombre de questions que l'on abordera avec notre invité et qui aideront le grand public à faire la lumière sur un dossier à la fois complexe, épineux et à la frontière du tabou. C'est Karim Ikram, docteur de l'école pratique des hautes études
islamologue, chercheur au Centre national de la recherche scientifique à Paris, CNRS, spécialiste de l'histoire intellectuelle et de la vie, de la pensée dans les mondes musulmans, codéloquent et porte un grand intérêt à l'histoire du Mus'haf al-Karim. Si Karim Ifraq, marhaban bik. Merci beaucoup, cher ami. Et tout d'abord, je voudrais dire un grand merci que de m'avoir invité dans votre remarquable émission. De même, je voudrais dire un grand merci au public qui nous écoute et qui nous suit depuis la semaine dernière sur cette question de l'islam qui est très importante et qui sera, à n'en pas douter, appelée à connaître des développements de plus en plus grands. L'idée de cette initiative, comme vous l'avez bien constaté dès notre premier échange, c'est de construire et construire sur des bonnes bases, parce que l'échec est là, les résultats de la gestion néfaste est là, nous vivons actuellement un dérapage, l'islam est devenu un élément électoral, c'est très dangereux, il est temps que les musulmans de France, les plus concernés de ce dossier, prennent leur destin en main, parce que c'est une responsabilité que j'estime une responsabilité générale, une responsabilité qui nous concerne tous ensemble. Si Karim a voulu la parole par rapport au développement de ce deuxième épisode concernant le Conseil du culte musulman en France. Merci beaucoup, M. Sabri. Juste avant d'entamer donc la seconde partie de cette émission consacrée à l'islam en France et de France, je souhaite, avec votre permission, offrir à notre aimable public un rappel succinct de ce qui a été dit lors de la première séance, mais également tout en y apportant une lecture des dessous des cartes, comme on a l'habitude de dire. Cette approche, merci beaucoup, cette approche, elle va nous permettre de mieux appréhender les tenants et les aboutissants d'une question qui a connu des évolutions rapides en quelques décennies seulement. Ça reste quand même, dans le fond, un cas assez exceptionnel vis-à-vis des retentissements et des rebondissements qu'a connu le dossier de l'islam en France. Nous l'avons déjà exposé, l'islam en France, dans sa forme actuelle, il s'est affermi au cours des années 70. Deux facteurs qui vont jouer un rôle moteur et dans son développement et dans sa pérennisation. Le premier de ces facteurs, c'est le recours de la France à une main-d'œuvre de plus en plus nombreuse, en l'occurrence maghrébine, africaine et turque de tradition musulmane. Et le deuxième facteur, c'est l'instauration du regroupement familial en 1976, accompagné de circulaires ministérielles indiquant aux préfets et au patronat de participer à faciliter la vie sociale et culturelle des immigrés et de leurs familles fraîchement installés en France. Alors ces deux facteurs d'ordre sociopolitique répondent en réalité à une seule et unique préoccupation, c'est-à-dire le souci économique. Alors si je parle ici de ce souci économique, c'est parce que je vais mettre en exergue le souci religieux qui, on va le voir, n'a jamais été pris en considération et qui pourtant va jouer un rôle de plus en plus important et occuper la scène publique, médiatique, politique et sociale de la France. Donc je disais que ce souci était uniquement une préoccupation économique, et parce que également de l'autre côté, le besoin astronomique en cheville ouvrière était vital pour le développement économique français, parce qu'il y avait besoin de maintenir la dynamique économique, et pour ce faire, il fallait absolument pérenniser cette main-d'œuvre
qui allait offrir de cette façon un réservoir en ressources humaines alimentées en permanence. Donc, ces ressources humaines, ils étaient investis dans des corps de métier extrêmement pénibles, à savoir les mines, les autoroutes, la métallurgie, le bâtiment, l'automobile, et ce type d'industrie, comme chacun le sait, en plus d'être gourmand en main-d'œuvre, pas forcément qualifiée, avait surtout besoin de petites mains peu exigeantes en réclamation. Avant d'aller plus loin sur la question de l'islam en France, il y a un besoin urgent de lever le voile sur une réalité culturo-religieuse. Et je vais m'expliquer. L'ensemble de ces communautés immigrées, bien qu'elles soient toutes de tradition musulmane, elles divergeaient entre elles en termes de pratiques religieuses. Si on prend le cas des Maghrébins et des Africains, vu que les deux se nourrissent des mêmes écoles de pensée, ils sont passés depuis des siècles dans une tradition spirituelle plus que dogmatique. Une tradition que l'on peut qualifier d'apolitique, tournée vers une pratique intérieure de l'islam et non extérieure de la religion. Cette pratique, cette façon de faire, qui est imprégnée du soufisme, elle porte un nom dans la sociologie des religions, on appelle ça un islam hors mosquée. Et donc, en dehors de cette pratique nettement acquise au spirituel, les Maghrébins, de même que les Africains, sont passés, et ça, chacun le sait, dans le tamis de la colonisation française, qui, disons-le, si elle n'était pas ouvertement, localement opposée à l'islam, elle ne cherchait pas à le soutenir ou à défaut de le contrôler. Et je veux, pour témoin à mes propos, dire que le fait que la France avait détourné les biens de main morte, qu'on appelle le waqf, à son compte, alors qu'il est d'ordinaire destiné à nourrir la vie religieuse locale. Donc ça, c'est une preuve. On ne va pas revenir dessus. Concernant maintenant les Turcs, la laïcité imposée par Atatürk avait fini par réduire l'islam turc, en une espèce de peau de chagrin, le faisant passer d'une pratique qui alimente son esprit religieux en une sorte de tradition folklorique, un héritage culturel lointain qui se manifeste lors des grandes occasions annuelles. Donc, on a ça d'un côté. De l'autre, il faut souligner que la majeure partie des primo-immigrés installés en France étaient natifs de milieux ruraux que l'on a ramenés parfois par villages entiers. Des milieux communs connus généralement par leur grande méconnaissance de l'islam, de son histoire, de sa théologie, de ses courants de pensée, etc., et que par conséquent peut verser dans la pratique religieuse. Pour résumer un peu ce que je veux dire, je dirais que nous avons affaire à une grande communauté musulmane, disparate, peu éduquée religieusement et peu pratiquante, mais qui va se retrouver concentrée dans un même espace, les foyers pour travailleurs immigrés. Cependant, ce constat va poser une question importante. Comment se fait-il que ces communautés éclectiques soient passées de l'état de musulmans, entre guillemets, passifs religieusement, à l'état de musulmans actifs? Comment se fait-il que ces communautés de musulmans qui ignoraient jusqu'à la couleur de la Fatiha
La Fatiha, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la toute première sourate du Coran et qui est exigée dans la prière, dans la tradition musulmane, donc qui ignorait jusque-là la couleur de la Fatiha, à des musulmans constructeurs de mosquées cathédrales. La réponse est que, de la même façon que les années 70 étaient celles de la vague immigrée, elles furent également celles de l'implantation des mouvements islamistes, salafistes et fondamentalistes. Il n'est pas question ici de s'attarder sur la sémantique, mais plutôt de faire la lumière sur les causes et leurs effets. C'est pourquoi je vais pointer du doigt la cause par laquelle le changement est arrivé, à savoir le fondamentalisme, c'est-à-dire Jama'at ad-Da'wa wa at-Tabligh, un mouvement, si on traduit littéralement, ça donne mouvement, appel et transmission. Il faut savoir que ce mouvement, qui se veut apolitique, mais surtout prosélyte, est né en 1927 en Inde, dans un contexte marqué par l'occupation anglaise et un recul important en termes de pratiques religieuses dans la communauté musulmane indienne. Alors, ce mouvement, petit à petit, va gagner en quantité et en notoriété, et il va s'implanter dans plusieurs pays de l'Asie mineure, avant de gagner plusieurs autres pays à travers le monde. Et c'est donc inscrit dans cette démarche qu'il va arriver en France à la fin des années 60, plus précisément en 68, et il va s'installer en région parisienne. Et c'est donc ce mouvement qui va jouer le rôle de moteur de la pratique, ou plutôt du retour à la pratique religieuse des communautés immigrées musulmanes, que l'on peut qualifier de désislamisées, installées en très grand nombre dans les foyers. Donc ce mouvement fondé sur le prosélytisme, ses adeptes n'auront aucune cesse de sillonner la France, foyer par foyer, allant jusqu'à faire du porte-à-porte, en quête d'âmes perdues à ramener sur le chemin qui leur semble droit. En 1973, et je l'ai déjà dit, la France va subir de plein fouet la crise du pétrole qui secoua l'économie mondiale, de même qu'il va faire gagner beaucoup d'argent aux pays de l'OPEP. Alors cette crise, en dehors du fait qu'elle va fragiliser l'économie française, elle va surtout provoquer deux événements qui vont naître l'un de l'autre. Alors le premier, c'est la perte de pouvoir d'achat des immigrés, parce il y avait plus le moyen de faire des heures supplémentaires, sans parler de ceux qui perdaient tout simplement leur emploi. Le deuxième facteur, c'est la hausse du prix des loyers à cause de la hausse des charges. Alors ces deux phénomènes, ils vont se traduire par une nouvelle crise, c'est-à-dire la grève des loyers. La grève des loyers signifie que ces immigrés-là, qui n'avaient plus les moyens d'accompagner cette hausse de loyer, ils ont décidé de refuser de payer, de s'acquitter de cette hausse supplémentaire. Alors, la crise battant son plein, les négociations sont engagées de part et d'autre pour sortir de l'impasse, et ce qui va aboutir finalement avec, entre autres conditions, l'ouverture de salles de prière. Alors cette condition mise en avant, il faut savoir qu'elle a été mise en avant par les adeptes du Tabligh, donc de ce mouvement fondamentaliste qui nous vient de l'Inde. Et parce que ces adeptes du Tabligh, ils sont devenus nombreux.
Alors pour bien comprendre l'ampleur de cette décision et l'impact de cette décision sur le paysage musulman en France, il faut savoir que rien que dans la société Sonacotra, société qui gérait à peu près 275 foyers et donc 73 000 lits, 70% des locataires étaient de tradition musulmane. En conséquence de quoi, on va voir le nombre de salles de prière dans ces foyers passer de 0 à plusieurs dizaines. Ce sont donc ces premières salles de prière, tenues par le tablir, qui vont jouer le rôle de moteur dans l'éveil de la conscience pratiquante musulmane. Encore mieux, elles vont devenir l'exemple à suivre qui va inspirer d'autres foyers et par la suite d'autres espaces, à savoir les milieux professionnels où ces immigrés musulmans travaillaient d'abord et par la suite dans les cités d'HLM parce que plus tard, les immigrés qui vont quitter les foyers vont s'installer dans les HLM et donc par conséquent, ils vont ramener avec eux cette nouvelle culture religieuse, on peut dire. Mais pas seulement, parce que ces foyers, devenus quelque part salles de prière, destinés à l'origine à accueillir les immigrés, vont continuer à accueillir des générations et des générations d'immigrés qui vont redécouvrir la pratique religieuse entretenue par les travailleurs fondamentalistes du tabligh. Donc, en éveillant la conscience religieuse par un retour à la pratique, cette dynamique de proche en proche va faire passer le nombre de mosquées en France d'une poignée à plusieurs centaines en à peine une décennie fortement marquée par le fondamentalisme. Mais qu'on ne s'y trompe pas. En marge du fondamentalisme très actif, d'autres mouvements, cette fois-ci idéologiques, étaient également à l'œuvre. D'abord, les islamistes, c'est-à-dire les frères musulmans, dont une bonne partie étaient formés d'étudiants. Ces derniers, bien évidemment, mieux formés que les agents du tabligh, attendaient patiemment que le fruit soit mûr pour le cueillir. Ce qui n'était pas sans danger, car les amicales des pays d'origine veillaient au grain contre ces idéologues jugés dangereux pour le système. À côté des islamistes, il y avait également les salafistes. Contrairement aux jeunes islamistes, ces derniers, ils vont arriver dans l'arène de l'islam en France par la grande porte. Parce que, pour des raisons politiciennes, un secrétaire d'État français, parti en voyage en Arabie Saoudite pour rencontrer des personnalités de très haut niveau, va permettre à la Ligue islamique mondiale d'obédience saoudienne de s'installer dans l'Hexagone et de prêcher, comme chacun le sait, la bonne parole. Alors, bien évidemment, dans cet accord de faire installer la LIM, il faut y voir également la conscience économique, c'est-à-dire que la question du pétrole a dû peser lourd, sans aucun doute. Alors, une fois installée en France, la Ligue islamique mondiale saoudienne va aider à l'ouverture de plusieurs grandes mosquées. Mieux encore, elle deviendra le bras financier et logistique de ce qui deviendra l'une des plus grandes fédérations musulmanes de France, la FNMF, la Fédération nationale des musulmans de France. L'argent des pétrodollars aidant, la Ligue islamique mondiale saoudienne n'aura aucun mal à investir le champ musulman en France et propager lentement, mais sûrement, l'idéologie wahhabite en construisant des mosquées, en formant de jeunes immigrés à devenir imams, à financer le séjour
de plusieurs prédicateurs saoudiens en France. Et dans cette veine, que l'on va voir également arriver en France, le célèbre Abou Bakr al-Jazairi, qui est d'origine algérienne, mais qui a fait toute sa vie étudiante en Arabie Saoudite et qui était totalement acquis à l'idéologie wahhabite. Donc ce monsieur va arriver en France, il va publier son livre Minhaj al-Muslim, qu'on peut traduire par le chemin du musulman, un livre dans lequel il explique comment doit se comporter, vivre, réagir, réfléchir, parler, respirer un musulman, un bon musulman, c'est-à-dire à la mode wahhabite. Alors à ce stade de la réflexion, on peut dire que la montée en nombre, et seulement en nombre, des musulmans en France, traditionnellement peu pratiquants et peu connaisseurs de l'islam, va coïncider avec l'implantation du fondamentalisme qui va les ramener à une pratique plus régulière de la religion, mais également pour certains d'entre eux à épouser des idéologies éloignées de leur niveau, de leur milieu naturel et traditions religieuses. Mais jusque-là, on a le sentiment que la France est un espace ouvert où chacun peut prêcher la bonne parole à sa façon, sans aucune inquiétude. Ceci va bien évidemment très vite changer. Pour des raisons sécuritaires, en l'occurrence l'assassinat du président Sadat en 1981 par un mouvement égyptien islamiste qui prône la violence, le gouvernement français va exiger des musulmans de s'identifier en se constituant en association. Alors ce projet, dont le but initial était de s'immuniser des mains invisibles, va se transformer en opportunité comme une espèce de ballon d'essai dans le rugby. Grâce à cette décision, l'islam en France va quitter l'ombre des caves, des foyers, et sortir à la lumière de l'espace public. L'argent des pétrodollars coulant à flot, les demandes de construction de mosquées vont exploser, faisant passer leur nombre de quelques dizaines à plus de 1500 mosquées, notamment grâce à la générosité de dizaines de donateurs issus du Moyen-Orient, à la tête desquels on peut citer la Fédération des banques du Moyen-Orient, par exemple. Alors, conséquence de ce remue-ménage, on va assister à la naissance de deux grandes fédérations, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui s'est inscrite à la première fois à la préfecture de Nantes en 1983. Elle sera suivie par la Fédération nationale des musulmans de France en 1985, la dite fédération soutenue, comme on l'a dit, par la Ligue islamique mondiale. Alors à ce niveau de la réflexion, un constat s'impose. Comment se fait-il que les premiers à s'organiser en fédération n'ont aucun lien avec les communautés qu'ils sont censés représenter? Autrement dit, car au lieu de représenter l'islam des pays d'origine, la FNMF représente en réalité l'Arabie Saoudite et l'OIF, Europologie bien connue. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est comment expliquer l'absence, et je dis bien l'absence, c'est-à-dire plus que le silence, des pays d'origine dont les immigrés sont issus, en dehors de l'Algérie, bien évidemment, qui est représentée par la Grande Mosquée de Paris. Résultat des courses, ces deux fédérations, son lien viscéral avec les musulmans immigrés à l'époque en France, vont se saisir de l'affaire du foulard qui a éclaté
dans les médias en 1989 pour monter au créneau et se faire connaître et plus tard se faire reconnaître comme représentant officiel et légitime de l'islam en France. Cette première dans l'histoire de France va faire réagir les autorités de l'époque. À cette période-là, c'était Pierre Jox qui était aux manettes, et ce monsieur, il va mettre sur pied le fameux CORIF, une instance consultative au sein de laquelle va siéger la Grande Mosquée de Paris, la Grande Mosquée de Marseille, l'UOIF et la FNMF. Alors face à ce choix vis-à-vis duquel on ne peut que s'étonner, à savoir pourquoi le ministre de l'époque a fait appel à des fédérations, hormis bien évidemment la Grande Mosquée de Paris et à la rigueur la Grande Mosquée de Marseille, qui ne sont pas réellement représentatifs des musulmans en France. Autrement dit, qu'est-ce qui a empêché le ministre de l'époque de constituer des groupements de musulmans réellement et légitimement représentatifs? Mais également, comment expliquer le silence des pays d'origine dans ces immigrés musulmans sans issue? Les deux questions restent posées. Je pense que ça n'est pas à moi d'y répondre. Mais en tout état de cause, on va voir que le ministre va se rattraper en intégrant au CORIF des représentants africains, comoriens et antillais, ces mêmes représentants qu'on va rencontrer un peu plus tard, fédérés dans une grande association. Voilà. Donc, il va faire appel à ces représentants 2 ans plus tard, de même que pour la toute première fois dans l'histoire de France, il va charger officiellement le bureau des cultes, attaché à son ministère, de superviser les opérations logistiques, comme on disait à l'époque. Cependant, cette première architecture ne résistera pas longtemps aux aléas. Le terrorisme qui a sévi en Algérie durant la décennie noire, il va contribuer à changer la donne. Alors, afin de se prémunir légitimement contre la violence islamiste et l'infiltration de terroristes du FIS et du GIA algérien, le nouveau locataire de la place Beauvau va dissoudre le CORIF. Et en décidant de dissoudre le CORIF, il entend porter toute son attention et toute sa communication avec Alger à travers la Grande Mosquée de Paris. Alors, comment expliquer ce revirement de situation? Bien évidemment, il y a la question sécuritaire, sauf qu'elle ne répond pas à tout. La réalité, c'est que la majorité des musulmans vivant en France à cette époque-là n'étaient pas de nationalité française. Ce qui se traduit en langage politique qu'ils n'avaient aucune voix, aucun poids électoral, et par conséquent, ils étaient réduits à une espèce de citoyens de seconde zone. Une majorité muette et une minorité invisible, comme on a l'habitude de dire. Alors cette conscience politique explique pourquoi les autorités de l'époque avaient traité la question de l'islam comme si c'était une espèce de voiture garée en 3e position et donc aucunement prioritaire. Mais les choses vont encore bouger. Charles Pasqua s'en va et avec lui la priorité d'échanger avec la GMP. Plusieurs raisons à cela. On peut citer la détérioration des relations avec Alger, surtout après la vague d'attentats perpétués par Khalid Kalkal en 95,
et qui va être suivi également par la prise d'otage par des terroristes algériens d'un avion d'Air France. Merci. Également, la place de plus en plus grande qu'occupaient les fédérations musulmanes installées en France, de plus en plus nombreuses dans l'espace musulman. Mais également l'expérience des pouvoirs publics de plus en plus significative concernant cette question et leur prise de conscience que ce dossier devient prioritaire. Et enfin, et ça n'est pas la raison la moins importante, c'est que le nombre des musulmans vivant en France avait de plus en plus la nationalité française. À cet effet, pour bien comprendre ce point qui va changer complètement la donne, il suffit de citer les propos de Jean-Pierre Chevènement, alors saisi de cette question pour s'en convaincre. À ce propos, il dit, et là je le cite, « Avec environ 4 millions de résidents de culture musulmane, l'islam est rapidement devenu la deuxième religion du pays. La moitié des musulmans qui vivent sur notre territoire français, il dit la moitié des musulmans qui vivent sur notre territoire français, la plupart, il dit la moitié des musulmans qui vivent sur notre territoire français sont français et la plupart des autres sont appelés à le devenir. » Donc, Chevènement, conscient de cette réalité, va créer une nouvelle instance nommée Al-Istishara, un organe consultatif qui sera composé de la Grande Mosquée de Paris, de l'UOIF, de la FNMF, du DITIB, une fédération turque, et également la toute jeune fédération constituée de représentants africains, comoriens et antillais qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, jugeant également le nombre des acteurs insuffisant, car il voyait bien que ces premiers appelés ne représentaient pas totalement les musulmans de France, et je dis bien pour la première fois musulmans de France et non pas musulmans en France. C'est Karim, Oui. si vous le permettez, il me reste 10 Oui. minutes avec vous, donc D'accord. à vous de juger par rapport à votre intervention. D'accord. Très bien, très bien. Donc, ces musulmans qui vont passer de 500 000 à plus de 4 millions, et de 0 mosquée à 1600 mosquées, ils vont peser lourd dans la balance. Aussi, il va ajouter à ce premier lot d'acteurs la grande mosquée d'Évry, la grande mosquée de Lyon, la grande mosquée de Marseille, la grande mosquée de Mantes-la-Jolie et la grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion. Et comme il avait conscience qu'il lui fallait un avis expert et extérieur, il a fait appel à 6 personnalités académiques hautement qualifiées. Alors, sous la houlette du ministre, tout ce beau monde va travailler de concert et se saisir de dossiers les plus urgents. Au nombre de ces dossiers, de ces questions, on retrouve la construction et le financement des lieux de culte, la formation des imams, l'inhumation des défunts dans des carrés musulmans, le calendrier des fêtes, l'organisation du Hajj, l'abattage rituel, surtout qu'une étude a démontré que 90% de la viande supposée halal ne l'était pas. Également la question de l'aumônerie musulmane dans les hôpitaux, les prisons et l'armée, la vulgarisation de la culture islamique dans un média français grand public et qu'on voit jusqu'à nos jours sur France 2 le dimanche matin, et enfin l'enseignement de l'islamologie dans un cadre universitaire de qualité, une éventuelle école des hautes études islamiques. Alors le 28 janvier 2000 exactement, va avoir lieu la toute première séance plénière. Elle sera suivie de 63 autres qui aboutiront en 2003 à la naissance, sous la poussée inconditionnelle
de Nicolas Sarkozy à la naissance du CFCM. Nicolas Sarkozy, nouveau homme fort de la place Beauvau, avait compris avant tout le monde que le paysage musulman en France avait changé et qu'il lui était désormais possible d'en tirer profit politiquement. Ainsi, en poussant les fédérations musulmanes à se regrouper, il leur faisait prendre conscience que désormais l'islam en France, devenu islam de France, pesait lourd politiquement. Et comme il était l'initiateur de ce projet, il était alors normal qu'il en tire profit le premier, en tous les cas en théorie. Mais cette stratégie politique cachait en filigrane une autre stratégie davantage plus subtile. En faisant monter l'islam au créneau, il attirait sur lui l'attention et par conséquent le courroux de l'extrême droite et faisait donc, par effet de boule de neige, réagir toute la scène politique dans ce sens. Ainsi, cette surenchère qui rendait visible la minorité invisible et qui faisait réagir toute la classe politique ne pouvait que servir la stratégie de Nicolas Sarkozy construite sur le moyen terme. En attirant sur les musulmans une partie du lectorat musulman, cela revenait pour Sarkozy, mais plus tard, lorsque le FN se voyait perdant, il accordait ses voix à Sarkozy pour contrer un petit peu cette vague musulmane. Une belle stratégie qui conduira plus tard, comme chacun le sait, M. Nicolas Sarkozy à devenir président. Donc le CFCM, on l'a dit, va se constituer en 2003 avec les moyens de bord. Or, c'était la première fois qu'on lui accordait une totale liberté pour organiser la vie des musulmans de France et en France. Et là, il faut attirer l'attention sur un fait, c'est qu'en plus du manque d'expérience sur la question, un élément majeur va monter à la surface, c'est-à-dire que chacun des acteurs introduits dans le CFCM tirait la couverture vers lui et travaillait pour son propre agenda. Et de la même façon que l'Istishara qui a été mise par Chevènement, il va se saisir des mêmes dossiers, mais malheureusement, dont aucun ne va aboutir, si ce n'est qu'au fil du temps, la course au pouvoir va s'accentuer, devenir de plus en plus important, le faisant imploser plusieurs fois et le fragilisant, je pense, presque à jamais. Voilà, et je vous remercie. Eh ben parfait, c'est Karim. Donc il y a une explication historique et aussi très succincte. Il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que le dossier il est assez profond mais aussi assez complexe. Nous continuerons la semaine prochaine. C'est Karim, bienvenue toujours dans l'émission Arc-en-Ciel pour faire cet éclairage sur l'islam en et de France. Parce que l'objectif, comme on l'a dit et on l'a redit, c'est que les musulmans, et ça c'est l'objectif principal de cette émission, se rendent compte comme quoi sont les mieux concernés par rapport à ce dossier. Et il est temps que les musulmans prennent en charge eux-mêmes et on passe à une étape plus républicaine, une étape d'intégration totale de l'islam dans une république qui est laïque, comme les autres religions qui vivent en harmonie avec la république française. C'est Karim, à très bientôt Inch'Allah. Merci beaucoup Jean. Ma salama. Arc-en-ciel.
Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.